Madame, Monsieur, bonjour Bonjour à tous. et à toutes. Je vais vous présenter Elodie Joanneau, qui est conseillère au sein du cabinet Beaubourg Patrimoine et qui va animer avec moi ce webinaire. Je vous remercie de vous être inscrits très nombreux et d'être déjà nombreux à vous être connectés pour notre événement d'aujourd'hui, qui a pour thème, comme vous le voyez à l'écran, la fiscalité internationale. Donc, l'objectif, c'est pas de rentrer dans les détails de chaque impôt, notamment d'ailleurs, ce serait un petit peu compliqué compte tenu du fait qu'il y a autant de situations particulières que de pays. Donc, on va essayer d'aborder les généralités fiscales en les adaptant à chaque thème qui peut vous concerner en tant que Français de l'étranger. Les règles du jeu de notre webinaire, c'est un peu comme d'habitude, donc on va essayer de tenir en 45-50 minutes de manière à ce que vous puissiez poser des questions en utilisant la fonction questions-réponses du logiciel Zoom. Et donc, on vous répondra à la fin du webinaire aux questions que vous nous aurez posées tout au long de l'événement. Et la deuxième chose que je voulais vous dire avant qu'on entame le webinaire, c'est que comme d'habitude, on a enregistré ce webinaire et on vous fera un replay, on vous enverra le replay de l'événement et on vous enverra les supports de présentation. On a tout dit, on peut y aller. On y va. Alors, pourquoi on a organisé ce webinaire sur la fiscalité? C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait un webinaire spécifique à la fiscalité internationale. Ben, comme vous le voyez, on est dans un schéma ou dans un contexte où l'environnement fiscal il devient beaucoup plus complexe. Euh, Quand vous partez à l'étranger, votre expatriation ne va pas simplement modifier votre lieu de résidence, mais elle va aussi modifier la fiscalité, c'est naturel, les obligations déclaratives, l'accès à certains placements, il est applicable à votre transmission. Ce qui est compliqué à gérer quand vous partez à l'étranger, c'est que vous gardez quand même un fil dans votre pays de résidence d'origine, en l'occurrence la France, même si vous partez résider à l'étranger, ne serait-ce que par rapport à tous les investissements que vous avez pu réaliser dans le passé. Donc l'objectif ce webinaire, c'est un petit peu de voir quelles conséquences ça peut avoir et comment on peut optimiser l'organisation. Évidemment, quand on prend la décision de partir à l'étranger, il faut être conscient qu'il peut y avoir des pièges et que ces pièges, ben, il faut s'efforcer de ne pas tomber dedans. Et on va aborder largement ces pièges-là tout au long du webinaire. Vous n'êtes plus résident fiscal français. Donc, quand vous partez à l'étranger, des placements que vous pouviez avoir en France, qu'ils soient financiers ou immobiliers, ben, ils peuvent devenir inefficaces quand vous avez décidé de partir à l'étranger, notamment pour des raisons fiscales. Vous pouvez avoir adopté une stratégie patrimoniale compte tenu des contraintes inhérentes à la France, mais cette stratégie va devenir inadaptée parce que vous allez vous retrouver dans un autre environnement juridique et fiscal. Et ensuite, il y a un autre élément qui est important en termes de fiscalité internationale, c'est que il faut bien comprendre les conventions fiscales. Il y a une convention fiscale par pays, elles ne se ressemblent pas. Il faut bien être informé de toutes les conséquences des conventions fiscales pour pouvoir optimiser sa fiscalité. Voilà un petit peu pourquoi on a organisé le webinaire. Alors, quels sont les objectifs de cette petite heure qu'on va passer ensemble? Le premier, c'est d'éviter les erreurs qu'on rencontre le plus fréquemment auprès de nos clients, et ça, Elodie, qui est à votre contact en permanence, pourra en citer quelques-unes. On est là aussi pour essayer de vous aider à sécuriser vos investissements et d'anticiper, enfin, les conséquences fiscales de vos décisions patrimoniales. Alors, comment on va organiser nos petites 50 minutes? Alors, vous voyez, on s'est dit, on va on va poser 5 questions. Des questions qui correspondent un petit peu à votre cycle quand vous partez à l'étranger. Vous voyez, donc on va commencer par la notion de résidence fiscale, puisque quand vous prenez la décision de partir à l'étranger, vous allez normalement perdre le statut de résident fiscal français pour avoir le statut du résident fiscal dans le pays dans lequel vous allez résider. Mais on va voir que c'est pas si simple. Donc c'est la première question qui va se poser dans notre webinaire. Dans quel pays je suis résident fiscal?
Donc ensuite, on suit le cycle de votre expatriation. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est dans quel cas la France continue-t-elle à m'imposer sur les placements que je détiens en France ou dans un autre pays? Ensuite, troisième question qu'on va se poser, où on va apporter les bonnes réponses, quel placement reste pertinent maintenant que j'habite à l'étranger? Quatrième étape, et là, on va faire un zoom un peu spécifique sur un sujet particulier en termes de fiscalité internationale. Quelles sont les principales difficultés en matière de transmission? Alors, on a déjà fait un webinaire sur le sujet, mais là, on va faire un petit zoom sur cette thématique. Et enfin, pour conclure, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a dit dans le webinaire en faisant un focus sur les 5 décisions patrimoniales qui coûtent le plus cher aux expatriés. Alors, on a dit, on commence par une notion qui est fondamentale quand vous avez décidé de partir à l'étranger, la notion de résidence fiscale. Et on va l'aborder au travers de 5 items. Le premier, c'est pourquoi on dit que la résidence fiscale, c'est décisif. Deuxièmement, quand devient-on non-résident fiscal français? Ensuite, on va vous donner quelques exemples de situations qu'on a pu rencontrer. Dans une quatrième partie, on va faire un focus sur les doubles résidences fiscales, ce qui est assez désagréable comme situation. Et enfin, on verra dans la cinquième partie quelle est l'erreur la plus fréquente qu'on rencontre en matière de résidence fiscale. Alors, on attaque. Pourquoi la résidence fiscale est-elle si importante? Alors, elle est importante parce que, évidemment, la résidence fiscale, ça va déterminer où vous payez vos impôts, comment vos revenus vont être taxés. Si vous êtes considéré comme non-résident, quelle convention fiscale va être appliquée? À quel placement vous aurez accès? Et quelles sont les règles de transmission internationale? Donc, s'il est décisif pour vous, notamment évidemment quand on est dans les situations intermédiaires où vous partez à l'étranger, où vous revenez habiter en France, de bien être conscient des pièges liés à la résidence fiscale. Alors, la définition de la résidence fiscale dans le droit français, l'administration fiscale, elle va regarder 3 critères précis. Elle va regarder votre foyer ou lieu de séjour principal. Mais elle va regarder aussi quelle est votre activité professionnelle principale. Et elle va regarder enfin quel est le centre de vos intérêts économiques. Donc, vous voyez, petit à petit, on élarge de plus en plus le spectre. Alors après, c'est apprécié en fonction de chaque convention internationale, mais globalement, dans le principe, il suffit qu'un de ces critères soit rempli pour que vous soyez considéré comme résident fiscal français. Donc vous pourrez très bien résider dans un pays étranger, mais si vous exercez si votre business il est en France, vous serez considéré par l'administration fiscale comme un résident fiscal français, quel que soit le nombre de jours que vous avez passé en France, quel que soit l'endroit où vous êtes censé habiter. Et donc, c'est sujet à confusion. Et évidemment, pour le fisc français, c'est plus intéressant de considérer que vous êtes résident fiscal français que résident fiscal d'un pays dans lequel il ne peut pas vous taxer. Donc, voilà, en fonction de chacune de votre situation personnelle, il faut bien être conscient de ne pas prêter le flanc au marteau fiscal français et de faire en sorte que si vous résidez dans un pays étranger, vous êtes sûr de ne pas avoir d'activité professionnelle principale en France ou que le centre de vos intérêts économiques n'est pas en France. Alors, quelles sont les situations fiscales les plus fréquentes? Alors, ça, c'est un petit panorama pour illustrer ce qu'on vient de dire précédemment. On a pris comme cas le salarié qui est installé à Singapour avec sa famille. Là, il ne pose pas de problème, celui-là, a priori, il est salarié, et sa famille, elle est avec lui à Singapour, il va être considéré comme un résident fiscal français, il n'y a pas de débat. Deuxième cas qu'on peut rencontrer, un cadre expatrié à Dubaï, on en a pas mal, mais la famille, elle est restée en France. Donc là, il faut regarder d'un peu plus près, mais globalement, si la famille reste en France, il y a des chances que vous soyez considéré comme résident fiscal français. Et troisième cas, un entrepreneur, il vit au Portugal, mais il est dirigeant d'une société française. Donc là, c'est une situation hybride.
il va falloir regarder de plus près, et notamment à la lumière de la Convention franco-portugaise, si votre situation relève d'un cas où vous êtes résident fiscal français ou étranger. Ça va dépendre de votre résidence habituelle et ça va dépendre de l'importance des revenus que vous obtenez en France. Donc, vous voyez, c'est pas si simple la résidence fiscale française. La résidence fiscale, c'est pas qu'une adresse ou une boîte aux lettres. C'est un ensemble de faits qui va déterminer si vous êtes résident fiscal français ou pas. Et au-delà de ces trois critères, c'est une question de faits rattachée à ces critères. Alors, attention au double résident fiscal. Donc, il y a des pièges, hein. On a vu tout à l'heure que les pièges, ben, c'est souvent quand vous partez ou vous revenez, parce que ça se fait rarement brutalement. Et donc, ben, le risque, c'est que le fisc français considère que la date de votre départ ou la date de votre retour est pas celle que vous avez anticipée. Et donc, par exemple, sur le départ, il peut considérer que le départ, il est 6 mois ou un an après votre changement de résidence effectif. Et le retour, bah là, il va considérer que votre retour, il est intervenu avant votre changement de résidence fiscale effective. Donc faites attention parce que souvent, on organise ses placements en fonction de son changement de résidence fiscale. Donc si le fisc français déplace la date que vous avez anticipée, vous allez être pénalisé par rapport au placement que vous avez réalisé. Et là, le deuxième piège qu'on constate le plus souvent, c'est la notion de résidence secondaire, parce que le fisc peut considérer que c'est pas une vraie résidence réellement secondaire, mais qu'elle est principale, notamment si vous y séjournez très, très fréquemment. Donc ensuite, bah, pour éviter de tomber dans les pièges, il y a des critères de départage qui sont souvent définis par les conventions fiscales. Donc on a vu tout à l'heure la notion de foyer permanent pour les personnes dont la famille était partie à Singapour. Il y a le centre des intérêts vitaux, la notion de séjour habituel, de nationalité. Mais il y a des situations où il y a un pays dans lequel vous résidez qui va considérer que vous êtes résident fiscal de ce pays, et puis le fisc français considérera que vous êtes résident fiscal français. Donc, c'est des situations qu'il vaut mieux éviter et qu'il vaut mieux préparer. Alors, pour finir avec cette notion de résidence fiscale, l'erreur la plus fréquente, en fait, c'est de confondre expatriation et non-résidence fiscale. Élodie, qui rencontre nos clients, me dit souvent que vous lui dites, bah, je vis à l'étranger, donc je ne vais plus payer d'impôts en France, j'ai choisi de m'expatrier. Et donc la réalité, elle est différente, parce que même si vous êtes non-résident, c'est pas parce que vous n'avez plus de résidence fiscale en France que vous n'allez pas être taxé sur les revenus immobiliers que vous pouvez percevoir de vos biens qui sont situés en France, sur les plus-values qui peuvent résulter du bien que vous avez vendu au moment de votre départ, des revenus qui proviennent de certains revenus, de certains placements financiers, et en matière de transmission, on y reviendra plus précisément ultérieurement. Donc tous ces revenus-là, ou ces plus-values, ils vont continuer à relever de la fiscalité française et vous payerez des impôts français. Donc une fois que vous êtes expatrié, une fois que vous avez changé de résidence fiscale, vous n'en avez pas fini avec le fisc français, mais ça, je suis sûr que vous le savez déjà. Ce qui m'amène à la deuxième partie, hein, puisque maintenant on a vu, on a bien calibré comment on peut définir sa résidence fiscale. Et dans une deuxième partie, Elodie elle va nous dire, ben maintenant que j'ai réussi à changer de résidence fiscale, comment la France va pouvoir continuer à m'imposer. Et là, je vous laisse la parole. Donc, du coup, on a voulu faire un point sur les revenus qu'on va retrouver principalement dans le patrimoine de nos clients. Donc, on va commencer par les revenus immobiliers français. Au niveau du patrimoine immobilier, c'est toujours le lieu de situation de l'immeuble qui va déterminer sa fiscalité. Donc, si vous avez des biens locatifs en France, vous allez continuer à établir votre déclaration française par rapport aux revenus que vous percevez en France sur ce patrimoine. Donc, c'est simplement la fiscalité qui va changer, parce que quand vous êtes résident fiscal français, vous bénéficiez du barème progressif de l'impôt.
là, vous allez avoir un taux minimum d'imposition de 20%, parce que sinon ce serait trop facile d'essayer de rester dans la tranche entre 0 et 11%. Donc il y a juste ce barème-là, vous changez de caisse finalement fiscale, mais vous allez continuer à établir une résidence, enfin une déclaration fiscale là-dessus. Donc l'existence de la convention fiscale, elle va pas éliminer en fait cette. Souvent ils abordent sur le sujet des biens immobiliers, mais c'est à chacun sa fiscalité parce que le lieu de situation de l'immeuble est dans un pays propre. Au niveau des plus-values immobilières, bah, ça va être finalement un peu la même chose. Forcément, si vous vendez un immeuble bah, qui est situé en France, il va généralement rester imposable en France. Donc c'est pour ça que souvent on recommande de bien faire, si vous savez que vous partez à l'étranger assez tôt, c'est le moment de se poser les questions sur, et aussi longtemps dans le temps, bon c'est beaucoup après d'hypothèses à prendre en compte, mais c'est important d'évaluer aussi comment est-ce que vous souhaitez gérer votre patrimoine et comment bien l'arbitrer en fonction de vos projets. Au niveau des retraites, ça va fonctionner. Enfin, vous allez avoir trois situations qui sont à distinguer en fonction de la nature de la retraite. Les retraites du secteur privé, elles sont souvent imposables dans le pays de résidence où vous avez constitué finalement la constitution de cette retraite. Les retraites du secteur, mais c'est bon, ça c'est toujours à regarder. Pareil dans les conventions. Les retraites du secteur public, c'est souvent imposable en France parce que c'est relié finalement à l'État hein, en tant que tel. Donc ça, il n'y a pas de, il y a pas de sujet. Enfin, c'est plutôt l'analyse sur les retraites par capitalisation. Souvent, on entend ça quand vous créez des fonds de pension de retraite ou en France, c'est des PER, des rentes ou des contrats retraite. Ça peut être analysé au cas par cas. Mais globalement, c'est surtout le lieu de situation où vous l'avez constitué qui va appliquer du coup sa propre fiscalité. Alors, on a vu les retraites, on doit voir les revenus financiers aussi, non? Oui, Voilà. au niveau des revenus financiers, c'est là où du coup vous allez avoir différents cas hein, qu'on va bien analyser. C'est plutôt là où j'interviens dans l'élaboration de compte rendu et dans l'étude particulière. C'est de savoir, bah, aujourd'hui, je me suis constitué un patrimoine dans plusieurs pays. Je vais retourner dans tel pays pour passer ma retraite. Quel va être l'impact de tous ces revenus que j'ai capitalisés? Parce que la partie retraite, faut bien se dire que surtout si vous avez changé de pays en fait de manière très fréquente, bon bah vous n'allez pas en avoir plus que ça. Donc vous comptez pas forcément là-dessus, mais plutôt sur enfin une retraite plutôt par capitalisation, mais et encore c'est dans certains pays que ça s'applique de manière assez forte. Mais c'est plutôt sur les revenus financiers où c'est très important pour vous parce que c'est là où vous avez capitalisé beaucoup plus et vous souhaitez avoir la réponse sur la fiscalité qui va s'appliquer. Donc c'est vraiment variable. Après, on a essayé de faire juste des très grandes lignes sur le type de revenus qu'on va retrouver. Donc soit ça peut être des dividendes et souvent il y a des retenus à la source, notamment en France. Donc ça, faut bien regarder où a été constitué son portefeuille. Bon, ça va être vraiment le point de qu'on va retrouver le point commun sur l'ensemble de ces types de revenus. Sur les intérêts, ça, on regarde toujours les conventions fiscales et souvent c'est quand même fiscalisé dans le pays de là où vous êtes de résidence. Mais il peut y avoir par exemple certains pays qui vont dire bah, tant que c'est à l'étranger, c'est pas fiscalisé, mais dès que vous les ramenez, ça commence à être fiscalisé. Donc, c'est toujours au cas par cas. L'assurance vie, c'est pareil, tout dépend où est-ce qu'elle a été ouverte. Si elle a été ouverte en France, bon, bah, c'est la fiscalité française qui va s'appliquer, mais si c'est une assurance vie au Luxembourg, c'est en fonction du pays de résidence. Enfin, les obligations, pareil, ça se rapproche un peu comme les intérêts, il faut regarder en fonction des conventions fiscales, mais souvent ça peut être fiscalisé soit à la source, soit directement dans le pays où vous êtes. Donc c'est vraiment plutôt ce type de revenus-là, les revenus financiers qui sont soumis à beaucoup d'études où il faut bien analyser en fonction du pays de retraite où vous souhaitez aller. C'était clair. Alors, on va attaquer les transmissions, même si on y reviendra un peu plus précisément tout à l'heure. Oui, on voulait surtout mettre l'accent sur les trois critères à retenir.
On va toujours regarder le lieu de résidence du défunt, le lieu de résidence des héritiers et la localisation des biens. Ça, c'est déjà essentiel à avoir en tête. Et les conséquences, elles peuvent être assez importantes en fonction des droits de succession, des droits de donation. Enfin, c'est surtout en France où il y a beaucoup de droits, parce que dans certains pays, il n'y en a pas. Mais si les héritiers, et c'est surtout ça où on se dit, bon, bah maintenant j'habite ailleurs, c'est bon, il n'y a plus de succession, enfin, il n'y a pas de droit de succession, et c'est notamment les pays euh, dans les Émirats, etc., où il n'y a pas de droit de succession, mais il faut faire quand même attention au lieu de résidence des héritiers, et c'est là où on oublie qu'il peut y avoir un rattrapage là-dessus ou des risques de double imposition parce que je pense que vous le savez, le nombre de pays qui a une convention fiscale de succession, on n'en a pas beaucoup. Non, mais je connais pas le nom. Ah, Elle a essayé de me piéger. mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. En fait, il y a toujours des conventions fiscales interpays, ça, on va quand même bien les retrouver, mais les conventions en termes de transmission, il n'y en a pas énormément. Donc c'est pour ça que ça, c'est très important à bien organiser sous forme de testament ou en tout cas de bien réorganiser son patrimoine petit à petit quand on vient à la retraite Et c'est et important qu'on parce que veut la avoir... fiscalité successorale en France, elle n'est pas douce. Non. Alors, bon, donc là, on a vu les transmissions et on en attaque la troisième partie. Donc maintenant qu'on a vu comment le fisc, il allait continuer à vous imposer sur les placements que vous aviez au moment où vous partez, Elodie va nous dire quels sont les placements qui restent pertinents maintenant que vous habitez à l'étranger. Donc pareil, on a voulu prendre les grandes masses et pas les petites niches de certains placements, mais c'est pour comment vous ayez une vision assez large sur notre champ d'action ou comment est-ce qu'on accompagne nos clients sur après les placements qu'ils peuvent mettre en place. Il y a un incontournable qui reste assez intéressant, c'est l'assurance vie. Surtout lorsqu'on souhaite après un moment soit revenir en France, c'est sûr, on va pas faire de toute façon un un gros focus sur chaque type de placement, mais juste pour faire une synthèse, en France, il y a énormément de fiscalité et l'assurance vie reste hors succession avec une fiscalité et des abattements particuliers. Donc, quand vous revenez en France, c'est très important d'avoir ce type de contrat, surtout si vous avez pas mal de patrimoine hors immobilier. Donc l'assurance vie de droit français, mais vous avez aussi l'assurance vie luxembourgeoise qui revient beaucoup. Et en fonction du pays où vous résidez ou au pays auquel vous souhaitez prendre votre retraite, ça peut être très intéressant d'avoir aussi ce type de placement-là qui reste neutre en fait fiscalement. Et on a un large choix de support, pour parler plus en termes de gestion, large choix de support qui va autant du très peu risqué à du très dynamique. Donc ça remplit en fait beaucoup d'objectifs lorsqu'on propose et lorsqu'on explique ce type d'investissement. Donc l'avantage, c'est la capitalisation. Deux petites choses auxquelles il faut faire attention. Enfin, il y a des pays qui n'aiment pas l'assurance vie, qui considèrent que ce sont des contrats On y reviendra après. financiers. On y revient après? Mm. Bon, bah alors je dis plus rien, je lui laisse la parole, et puis là, je ne veux plus l'interrompre parce que sinon, si elle a déjà tout prévu. Alors l'immobilier. L'immobilier, bien évidemment, ça reste dans le patrimoine, que ce soit pour des Français en France ou aussi des personnes qui sont à l'étranger. Souvent, l'attrait pour investir en immobilier en France, ça reste quelque chose qui est sécuritaire, parce que lorsque vous changez de pays, ça ne veut pas dire que vous allez forcément investir dans l'immobilier dans le pays où vous êtes, parce qu'il y a des pays qui sont euh, plus ou moins compliqués. En termes de sécurité, en termes de stabilité. Donc, j'ai quand même pas mal de demandes pour pouvoir investir et comment investir en immobilier en France. Ça vous permet d'avoir des revenus qui sont stables dans le temps, de bénéficier de l'effet de levier du crédit. Faut pas se dire que c'est impossible quand vous êtes à l'étranger. Bien évidemment, le risque pays vient dans l'étude de votre dossier, mais c'est pas impossible. On travaille avec des courtiers pour étudier le cas de nos clients. C'est un patrimoine qui est tangible et surtout, ça permet de préparer son retour en France. Donc, ça reste quand même quelque chose qui est prioritaire lorsqu'on veut se constituer un patrimoine, notamment en France. Point de vigilance, la fiscalité, on en revient. En France, on n'y échappe pas, on l'a vu tout à l'heure. Et en termes de transmission, bah, ça aussi, hein, ce sont des actifs qui sont les plus taxés. Donc, il faut bien juste étudier
et anticiper en amont, mais en tout cas, ça reste essentiel euh, à avoir dans son patrimoine quand on peut le faire. Surtout par le levier du crédit, ça reste intéressant. Il y a un peu son petit frère qui est la société civile de placement immobilier. Donc ça, c'est plutôt accessible à partir de quelques centaines d'euros. Vous achetez en fait des parts et vous achetez du coup de l'immobilier. Vous allez, Ah oui, je suis allé trop vite. On va revenir en arrière. Ouais. Ça vous permet d'investir dans l'immobilier tertiaire, donc tout ce qui va être bureau, commerce, entrepôt, nouvellement data center, on en entend parler, ou des établissements dans la santé, donc tous ces types d'actifs qu'on ne peut pas investir comme ça directement nous en tant que particulier. Et ça vous permet du coup d'avoir un patrimoine très très large, parce que c'est des sociétés de gestion qui vont investir les fonds des investisseurs dans ce parc immobilier tertiaire, avec un revenu qui normalement est censé être supérieur à un revenu d'habitation classique et pour quelques milliers d'euros. Donc ça reste très plébiscité pour ceux qui veulent se constituer un revenu complémentaire à la retraite. Vous pouvez aussi acheter de manière démembrée, donc vous achetez juste la nue propriété, comme ça vous n'avez pas le sujet de revenus puisque vous renoncez à l'usufruit, donc vous renoncez au revenu. Et au moment de la retraite, vu que vous choisissez votre durée de démembrement, vous récupérez la pleine propriété et les revenus. Et ça, souvent, ça remplit quand même beaucoup de critères lorsqu'on veut pouvoir se créer un patrimoine. Et vous pouvez aussi vous créer le patrimoine dans le temps quand vous ne pouvez pas forcément acheter un appartement parce que vous n'avez pas de capital ou vous ne pouvez pas emprunter. Le fait de pouvoir investir de manière régulière, parce que vous pouvez acheter une part tous les mois, une part tous les trimestres, ou en tout cas acheter de manière fractionnée, ça permet de se dire, OK, je me constitue quand même un patrimoine immobilier avec des revenus stables au moment de ma retraite, parce que c'est des véhicules qui sont là depuis des dizaines, quinzaines d'années, voire vingtaine, trentaine pour les plus anciennes. Donc là, ça a beaucoup de succès auprès de nos clients qui résident à Oui. l'étranger, hein. Après, Euh, on reste sur la fiscalité des revenus fonciers. Il peut y avoir des conventions fiscales internationales, donc c'est pour ça que souvent l'achat en nue propriété permet d'éviter ce sujet-là. Mais bien évidemment, c'est pas parce que vous investissez, euh, enfin, ça peut être en fait approprié dans vos conventions et donc vous pouvez quand même avoir un impôt. Donc ça, de toute façon, on le revoit ensemble lorsque on vous oriente sur des solutions d'investissement. On prend toujours en compte votre pays et l'impact que ça peut avoir. Donc, euh, donc voilà, et ça a une liquidité aussi différente, parce que même si vous achetez une part, si vous revendez, ça reste un bien immobilier. Donc c'est la société de gestion qui établit un carnet d'ordre et qui chaque fin de mois prend en compte les nouvelles souscriptions et les ventes et du coup met en place un système d'achat-vente. Donc on n'est pas comme sur la bourse où vous ne pouvez pas revendre tout de suite à l'instant T vos parts. Il faut quand même attendre qu'il y ait un acheteur en face. Et moi, vous m'aviez dit que nos clients qui résident à l'étranger, ils préféraient souvent choisir des SCPI qui investissaient qu'en Europe et pas en France. Oui, vous pouvez avoir aussi le choix. Effectivement, vous avez des SCPI 100% françaises et des SCPI qui vont être 100% européennes ou qui mixent ou internationales. Ça permet d'avoir une fiscalité plus douce, forcément parce que lorsque vous avez des SCPI 100% européennes, elles vont avoir un prélèvement à la source qui est déjà fait. Et du coup, on évite un peu le levier fiscal français. Enfin, pas le levier, le marteau. Le marteau, oui. Oui, pas le levier. Alors, on va attaquer les comptes titres maintenant. Ensuite, le compte titre, bon, ça, c'est souvent une solution de toute façon que vous avez déjà mis en place et qui est quand même internationale, qu'on retrouve de manière très fréquente chez nos clients parce que dans vos pays de résidence, vous pouvez l'ouvrir et ça reste la même gestion où il y a nouvellement aussi les plateformes quand même en ligne internationales. Donc, euh, donc c'est une solution souvent très simple que vous mettez en place pour pouvoir accéder à des ETF, actions dans le temps, de pouvoir investir sur des choses un peu plus dynamiques et de manière régulière. Ça, c'est vraiment le, le- la mise en place et l'organisation que vous mettez de manière commune dès lors que vous partez à l'étranger. Et souvent, il y a une fiscalité de toute façon qui va rester plus douce dans les pays où vous êtes par rapport à la France. Donc, ça reste quelque chose de très simple à mettre en place. Ça vous permet, là, vous êtes plutôt sur quelque chose de dynamique, mais quand vous avez un horizon de temps qui est assez large, donc une quinzaine, vingtaine d'années, ça a tout à fait son sens d'investir dans ces portefeuilles et pouvoir percevoir des dividendes, des coupons
et de faire du coup sa constitution de patrimoine. Mais nous, Comme ça. on a des solutions pour nos clients qui résident à l'étranger, par exemple au Luxembourg, où la fiscalité Oui, du coup, est donc nous, on transparente. accompagne nos clients lorsqu'ils ont besoin et qu'ils souhaitent en tout cas réorganiser leur patrimoine. Ça a tout à fait du sens soit d'aller au Luxembourg pour avoir cette neutralité fiscale et du coup de pouvoir établir et de gérer un portefeuille titre. Alors, on en finit avec le non-coté. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous ont pas écoutés il y a un mois, qu'on a organisé un webinaire spécifique au non-coté que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Bon Patrimoine, Oui, parce déjà que animé par Elodie. donc le non-coté, ça représente beaucoup de choses. C'est pas l'objectif du coup de rentrer dans le détail. Il faut juste se dire qu'on enlève tout ce qui est marché coté et cette volatilité qu'on peut avoir. Depuis quelques années, ça s'est démocratisé. Et ça vous permet vraiment de la diversification de votre patrimoine. C'est des horizons, par contre, d'investissement de long terme. On parle de 10 ans, c'est normal. On est sur du non-coté. On peut pas tout de suite acheter, tout de suite revendre. On n'est pas du tout sur le marché boursier. C'est lorsqu'on est vraiment dans une recherche de performance à long terme, et de diversification. Donc, ça reste très intéressant. Toujours pareil, dans une constitution de patrimoine, d'avoir ce levier-là pour maximiser un peu le rendement global de votre patrimoine. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a deux types de placements dans le non-coté. Vous avez le, Mais sans rentrer, hein. mais sans rentrer dans les détails, il y a le placement quand un fonds prend une participation dans des entreprises. Donc là, on va participer à l'enrichissement de l'entreprise. Ça s'appelle du private equity. Donc là, votre argent, il est vraiment bloqué sur 6 à 10 ans. Si vous regardez un petit peu la télé, exemple Alteroc, donc ils investissent dans des fonds internationaux. Et au bout de 6 à 10 ans, ben, on va récupérer la participation à l'enrichissement du portefeuille. Deuxième type d'investissement dans le non-coté, vous avez peut-être vu aussi dans la presse financière, c'est ce qui s'appelle la dette privée. Donc là, on n'investit pas dans la réussite, dans l'enrichissement d'une entreprise, mais on prête de l'argent à une entreprise, souvent plus cher que la banque, pour diverses raisons que vous retrouverez dans notre webinaire. Et en contrepartie, bah, le fonds, il va pouvoir redistribuer une partie des revenus qu'il a récupérés des entreprises auxquelles il a prêté à ses souscripteurs. Donc l'intérêt là, c'est que vous êtes sur des fonds qui vont pouvoir vous rapporter un peu de revenus, même si vous êtes sur des durées qui sont normalement assez longues. Voilà, donc par rapport à tout ce qu'on vient, de tout ce que nous a dit Elodie, vous voyez, vous avez des produits qui ont pour objet de capitaliser, ça c'est l'assurance vie, c'est le private equity, et ça peut être le compte titre quand vous investissez en actions. Et puis vous avez des produits qui vont pour vocation de distribuer des revenus, comme les SCPI ou comme les fonds de dette privée. Et au milieu, vous avez l'immobilier qui est un produit hybride, notamment parce qu'on peut l'acheter à crédit. Voilà, bon, j'en dis pas plus parce que Elodie s'impatiente et elle veut nous faire la synthèse un Parce petit que peu le temps du va passer. placement, par rapport à tout ce que vient de dire. Qu'est-ce qui compte davantage que le placement lui-même, Elodie? Oui, ça c'est pour faire une petite synthèse, mais finalement, on va toujours prendre en compte en fait votre pays de résidence fiscale, votre projet si vous souhaitez changer ou en tout cas avoir votre pays au niveau de la retraite, d'étudier la convention, les contraintes qu'il peut y avoir et avec vos objectifs d'essayer de structurer une proposition de réorganisation ou de constitution de votre patrimoine. Alors, on a dit qu'on allait faire un petit focus sur un sujet qui est important en termes de fiscalité internationale, c'est la transmission. La transmission, ça peut être des successions ou des donations. Exactement. Donc, on a voulu mettre en avant surtout deux parties du patrimoine, enfin, l'immobilier et les actifs financiers. On fera aussi un petit focus du coup sur l'assurance vie, qui est assez particulière et on abordera aussi trois questions à se poser. Donc, si on revient sur l'immobilier et les actifs financiers, ils ne vont pas suivre les mêmes règles. On l'a vu un peu tout au long de ce webinaire. L'immobilier, c'est généralement rattaché au pays de situation du bien. On va toujours regarder s'il y a une convention fiscale qui est établie entre les pays, ce qui n'est pas souvent le cas, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, voir dans quelle situation, comment est-ce qu'on va appliquer la succession. Pareil pour les actifs financiers, toujours important, pays de résidence du défunt, de l'héritier et les conventions. Euh,
si deux héritiers ne sont pas dans le même pays, il va pas y avoir les mêmes régimes différents. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut aborder, où on peut essayer de vous aiguiller, à savoir si vous avez des enfants en France et des enfants bah, peut-être dans le pays où vous résidez vous-même. Si vous arrive quelque chose, comment est-ce que ça se passe en termes de fiscalité et d'essayer un peu en fait d'équilibrer entre les enfants euh, pour pas que bah, ceux qui sont en France notamment subissent la fiscalité de plein fouet. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut en tout cas vous accompagner ou faire émerger certaines solutions à mettre en place, mais c'est très important quand vous avez un patrimoine finalement qui est dispatché, d'aller voir un notaire, de bien établir votre testament, de bien voir est-ce qu'il est bien reconnu dans chaque pays si vous avez été dans plusieurs pays, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et que tout se passe bien au niveau de la transmission si vous arrive quelque chose. L'assurance vie, c'est du coup, comme je vous le disais, un outil qui est très répandu en France parce que il a vraiment une fiscalité beaucoup plus douce et on désigne qui on veut en termes de bénéficiaires. Donc l'idée n'est pas de rentrer à l'intérieur, mais par contre, euh, vous allez avoir en fait, comme le disait tout à l'heure Patrick, vous allez avoir une prise en compte différente en fonction du pays parce que l'assurance vie française, ça veut pas dire. euh, on prend le cas souvent des États-Unis ou du Canada qui ne reconnaissent pas en fait l'assurance vie en tant que telle, et du coup, ça va pas du tout avoir le même impact en cas de transmission dans ces pays-là ou même en cas de gestion dans ces pays-là. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à votre pays de résidence. Pour pas qu'il y ait du coup une double peine en fait et qu'on remplisse pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé dès le départ. Mais par contre, quand le pays de résidence est correct, le gros avantage de l'assurance vie en termes de transmission, c'est un double avantage à la fois fiscal et civil, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de liberté pour transmettre son patrimoine en assurance vie que, avec le code civil traditionnel en matière de succession. Ouais. Donc c'est ces deux avantages-là qui font que c'est quand même une pépite fiscale qui a beaucoup de succès. Ouais. Alors on avait parlé de trois questions, je crois. Quelles sont-elles? Oui, bah Ouais, c'est classique, hein. oui, on martèle un peu ce sujet-là parce que souvent c'est pas compris et ça nécessite vraiment une étude en fait de votre patrimoine et de votre transmission. Où résident les parents, où résident les enfants, où sont situés les actifs. Voilà, donc on a bien compris la transmission. On a dit en début de webinaire, on va faire une cinquième partie un peu de synthèse pour reprendre les principaux thèmes qu'on a vus au cours de ce webinaire. Et on va les regrouper sous la forme des 5 décisions patrimoniales qui coûtent le plus cher aux expatriés. On va voir que ça nous permettra de balayer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc la première décision qu'on vous recommande de ne pas prendre, c'est de partir à l'étranger sans vraiment quitter la France. On verra de quoi il en retourne. La deuxième décision, c'est d'analyser ses revenus sans tenir compte de la convention fiscale. Troisième décision, c'est d'investir sans tenir compte de son pays de résidence. Hein, Elodie nous l'a déjà bien mis en garde là-dessus. Quatrième décision, attendre la succession pour réfléchir à la transmission. Là, c'est pareil, on a compris, hein, Elodie nous a dit, c'est pas bon. Et puis, oublier de préparer son retour en France. On n'en a pas trop parlé, mais on va faire un petit focus là-dessus. Alors, partir à l'étranger sans auditer son patrimoine enfant, vous voyez, ça veut dire que vous allez avoir une petite chaîne qui va vous garder en France. Donc, on revient dessus, hein, la résidence fiscale, elle dépend des faits, elle dépend pas de votre passeport, elle dépend pas de votre adresse postale. Et donc, si vous vivez à l'étranger, mais votre conjoint ou vos enfants sont restés en France, enfin, et vos enfants sont restés en France, si vous continuez à faire votre business en France, si l'essentiel de vos revenus et de votre patrimoine reste en France, ben, le fisc il va dire vous êtes toujours français, hein, même si vous êtes déjà pour vous dans un autre pays, moi je vais continuer à vous taxer comme un résident fiscal français. On en a déjà parlé, mais c'est la première décision qu'il ne faut pas prendre. Deuxième décision, analyser ses revenus sans tenir compte de la convention fiscale. Pourquoi? Et il faut tenir compte de la convention fiscale, et c'est vraiment indispensable, parce qu'un même revenu peut être concerné par deux fiscalités. Notamment, Léodie nous les a énumérés précédemment, les revenus immobiliers français, les revenus financiers, les pensions de retraite, les plus-values. Il faut faire attention. Vous voyez, on peut avoir à payer des euros
au titre de l'administration fiscale française, et puis on peut avoir à payer en monnaie locale dans votre pays de résidence, et vous pouvez payer 2 fois. Donc la convention fiscale, quand elle est signée, hein, en général il y a des conventions fiscales, elles ont quand même pour vocation d'éviter les doubles impositions. Il faut juste s'assurer qu'elles sont appliquées et correctement appliquées. Donc deuxième décision à pas prendre, analyser ses revenus sans tenir compte de la convention fiscale. Troisième décision patrimoniale qui peut conduire à des désagréments. Investir sans tenir compte de son lieu de son pays de résidence. Hein, on a qui peut parler. Le meilleur placement en France, c'est pas forcément le meilleur placement pour un Français qui réside à l'étranger. Il faut faire attention à la fiscalité du pays dans lequel vous allez résider, à la fiscalité française, à la disponibilité du placement. Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais tous les placements dont vous a parlé Élodie, c'est des placements pour lesquels on a identifié des offres qui correspondent à des Français qui résident à l'étranger. Et vous savez, vous qui résidez à l'étranger, que c'est pas toujours très simple. Il y a beaucoup d'assureurs français ou même luxembourgeois qui veulent pas travailler avec tout ou partie des pays qui sont pas référencés chez eux. Pareil pour le non-coté, pareil pour les banques. Donc il faut faire attention que le placement que vous avez ouvert en France, vous pourrez continuer à l'alimenter une fois que vous serez parti à l'étranger. Vous allez avoir aussi des contraintes déclaratives. Il faut en tenir compte quand vous allez investir en dehors de la France. Donc, des contraintes déclaratives au niveau de l'immobilier, au niveau des SCPI, des comptes titres et accessoirement de l'assurance vie. Donc, un même placement peut produire des résultats très différents selon le pays dans lequel vous résidez. Ça, c'était la petite leçon qu'on voulait donner en numéro 3. La décision patrimoniale numéro 4, c'est là, Élodie nous a convaincus tout à l'heure, hein, quand même. Attendre la succession pour réfléchir à la transmission, on a compris que c'était pas une bonne idée. Et pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que les difficultés vont apparaître lorsque les héritiers vont se retrouver dans une situation souvent inextricable et souvent très coûteuse à dénouer. Donc les points de vigilance qu'on souhaite mettre en évidence, c'est quand vous avez des héritiers qui vont résider dans plusieurs pays, des actifs qui sont détenus dans plusieurs juridictions, des fiscalités successorales différentes, des risques de double imposition. Donc, c'est des situations qui, il y a quelques années, étaient relativement rares et qui aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes. Donc, quand vous êtes dans des situations comme ça, il faut anticiper. Voilà. Alors, dernière décision patrimoniale qu'il ne faut pas prendre, c'est oublier de préparer son retour en France. Donc vous avez décidé de retourner en France. Vous aviez organisé auparavant votre patrimoine immobilier et financier en fonction du fait que vous résidiez à l'étranger. Maintenant que vous revenez en France, on va raisonner à l'envers et il faut faire attention à tous ces placements qui étaient intéressants quand vous étiez à l'étranger et qui risquent de ne plus l'être quand vous allez habiter en France. Donc on a parlé de l'assurance vie, les comptes titres qui sont à l'étranger, l'immobilier qui est détenu en dehors de la France, et aussi ne pas oublier toutes les sociétés, les holdings que vous avez pu créer dans votre pays de résidence ou dans d'autres pays que la France. Donc, il faut checker tout ça avant que vous reveniez en France. Et ça, Elodie, elle a l'habitude de voir ça avec ses clients. Donc, et il faut s'y préparer un petit peu à l'avance. Voilà un petit peu les cinq décisions qu'on vous recommandait de ne pas prendre. Ça servait aussi de synthèse à tout ce qu'on a dit dans le webinaire. On est dans les temps, Elodie? Parfait. Ah, ben c'est parfait. Alors, comme on est dans les temps, je vais vous laisser nous présenter un petit peu le cabinet Maubourg Patrimoine que vous représentez Oui, donc, du aujourd'hui. coup, Maubourg Patrimoine, c'est un cabinet qui existe depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est un cabinet qui est indépendant. On est une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, on reste familial et on n'a pas vocation, en tout cas, à avoir une étendue sur l'équipe. On est bien sous cette forme-là. C'est un cabinet qui, du coup, a commencé à accompagner les Français expatriés depuis 2008 à peu près. Bon, de toute façon, ça colle un peu avec de plus en plus les personnes bougent. Donc, autant, bon, il y a 40 ans, c'était un peu moins le cas. Mais de plus en plus, en tout cas, on voit qu'il y a un besoin et ça devient assez fréquent voilà, d'avoir de la demande pour pouvoir vous aider sur la réorganisation ou la constitution de votre patrimoine. On a à peu près 2000 clients et 300 millions d'actifs sous gestion au global. Je vous laisse vous présenter.
Non, mais moi, je m'appelle Patrick Fontan. Et donc, non, ce qui est intéressant que vous sachiez, c'est que, en fait, Élodie et moi, on a quand même un peu, on a vécu une vie avant le cabinet au Bon Patrimoine. Élodie a travaillé dans des banques de gestion de fortune. Je parle pour elle, hein. Oui, Euh, elle a été un peu plaisir. entrepreneur en gestion de patrimoine. C'est pour ça que j'étais content qu'elle nous rejoigne. Et moi, j'ai travaillé dans le crédit immobilier. J'ai travaillé aussi, j'ai participé à la création de la banque qui s'appelait à l'époque la Compagnie 1818 et qui s'appelle maintenant Natixis Wealth Management. Et j'ai été directeur associé d'un fonds de private equity. Donc, quand on vous parle de placement financier, quand on vous parle d'immobilier, de private equity, Elodie et moi, c'est des sujets qu'on connaît depuis longtemps et qu'on a touchés en dur. Donc, quand on sélectionne des partenaires ou quand on sélectionne des produits, on a quand même un peu l'expérience pour nous éviter de faire de grosses bêtises. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que notre cabinet, on est peut-être petit, hein, on est une douzaine de personnes, enfin petit, moyen, on est une Mhm. douzaine de personnes, mais pourquoi on ne veut pas être plus gros parce qu'on ne veut pas devenir une usine à placement. Et pourquoi on ne veut pas être plus petit? Parce qu'on veut quand même avoir en interne les compétences essentielles. Et les compétences essentielles, ben, c'est d'avoir des conseillers qui nous permettent à la fois d'être polyvalents, mais suffisamment spécialisés pour proposer les bons produits aux clients et les suivre dans le temps. Mais c'est aussi avoir des spécialistes pour suivre vos placements, des spécialistes pour vous assurer, notamment vous qui résidez à l'étranger, au niveau de la santé et de la prévoyance, et puis avoir un avocat fiscaliste qui est spécialisé notamment dans les problématiques internationales et qui peut répondre intelligemment aux questions que vous vous posez. Donc voilà pourquoi on a choisi d'être un acteur moyen, mais spécialisé sur l'international, qui nous permet de nous différencier de nos confrères. Donc Elodie, maintenant qu'on sait bien cirer les chaussures, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les métiers qu'on exerce? On va du coup avoir différents métiers qui vont aborder l'ensemble hein, des spécificités du patrimoine. Et on vous a mis également les logos des institutions qui nous surveillent. On est sur un métier qui est très réglementé. Donc c'est aussi pour vous rassurer et pour éviter bien évidemment les arnaques qui existent aussi euh, sur le net. Donc on va avoir une activité de gestion de patrimoine et d'investissement pour pouvoir proposer les solutions qu'on a abordées aujourd'hui dans le webinaire, donc que ce soit assurance vie, SCPI, private equity, compte titre. Tout ça, ça relève du conseil d'investissement financier et c'est surveillé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France. Donc c'est assez réglementé, Contrôlé. contrôlé. Également, vous avez un registre qui s'appelle l'ORIAS où vous pouvez nous retrouver avec les numéros. Vous tapez, je pense, votre nom, Patrick Fontan, et Voilà. vous retrouvez du coup l'ensemble des accréditations. Donc ça, c'est vraiment fait pour vous rassurer. On ne peut pas proposer et conseiller des investissements si on n'est pas enregistré auprès de ces autorités qui viennent nous contrôler fréquemment. Pareil pour l'immobilier, c'est un enregistrement qui est fait à la Chambre de commerce de Paris qui permet du coup pareil de proposer de l'immobilier sur des transactions donc de manière assez simple sur ce volet-là. Au niveau de l'assurance, on a aussi une personne qui est spécialisée sur l'assurance santé et la prévoyance. Faut pas hésiter également à nous solliciter sur ce sujet-là pour vous établir des devis et vérifier que vous êtes bien couvert parce que lorsqu'on part à l'étranger, c'est aussi un gros sujet qui revient fréquemment auprès de nos clients au niveau de la protection. Donc ça relève pareil de l'ORIAS. Et enfin, plutôt sur un niveau de conseil et au niveau des crédits. Bon, financement, on peut établir certains dossiers de financement, mais sinon on passe quand même par des courtiers. Et tout le volet finalement de solutions d'investissement qu'on peut vous proposer, ça passe aussi par l'accompagnement patrimonial et par le conseil. Donc on peut être amené soit à faire uniquement des lettres de mission lorsqu'on juste pose juste sur des questions fiscales et du coup vous proposer un compte rendu qu'on vous rend, qu'on vous accompagne ou des rendez-vous avec notre fiscaliste. Et sinon, bien évidemment, on vous accompagne sur l'ensemble des solutions d'investissement qu'on a présentées. Voilà, ben, je crois qu'on en a fini. Oui. Alors, oui, on a fait faire une photo parce il y a un article que je vous recommande de lire qui est paru dans Challenge Magazine où le journaliste avait mis en valeur
l'expertise internationale de mon beau patrimoine. Et il avait pris la photo que vous voyez là, où d'ailleurs il manque quelques personnes. Oui, on avait dit à la fin du webinaire, on répond aux questions. Donc les Oui, questions, il y en a on répond. quelques-unes. On va essayer d'y répondre. Et vous pouvez continuer à les poser, hein, les questions. Hein, c'est le moment. Hein. Alors, non, mais c'est pas la première, ça. La première, elle est plus haut. La première, ça doit être sur la résidence fiscale, non? Donc, ah bah ouais, c'est parce qu'on a des problèmes avec la souris. Un retraité français habitant au Brésil, quel est le pays quelle est sa résidence, quel est le pays de résidence fiscale? Ah, la question, vous nous en dites un peu, mais si vous avez l'essentiel de vos revenus au Brésil, que vous êtes retraité et que vous habitez au Brésil, il y a de grandes chances que vous soyez résident au Brésil. Et après, deuxième question, c'est un show brésilien aujourd'hui, peut-être qu'il joue ce soir, non? Je sais pas. Au Peut-être football. en plus. Au football. Faites attention parce que c'est une footballeuse remarquable, Elodie. Les intérêts obtenus au Brésil dans les supports de type livret A sont-ils imposables en France? Oh, je vous laisse répondre à cette question. Non, Bah non. les intérêts obtenus au Brésil dans les supports de type livret A, bah, de toute façon, il faut toujours regarder. Là, en fait, vous prenez enfin, deux choses qui peuvent être pas forcément comparables parce que le livret A, initialement en France, c'est pas imposé. Mais du coup, il faut savoir où est-ce que vous êtes résident fiscal. Donc, les intérêts obtenus au Brésil, si vous êtes au Brésil, Ouais, enfin, c'est au si Brésil. vous êtes et si vous êtes en France, faut voir quel type quand même d'intérêt, mais ça peut être imposable Ouais. en France. Oui, mais s'il réside au Brésil, c'est au Brésil. Mm. Et par contre, si c'est Faut un voir surtout placement que de les type. intérêts, c'est dans le Après, livre. si c'est un placement de type livret A, normalement, il n'y a pas d'impôt à payer. Mais Oui, mais bon, on a essayé de répondre en fonction de ce que vous aviez dit. type livret A, ça veut pas dire Voilà. grand-chose. Bon, après, troisième question brésilienne. Comment envoyer 500 000 euros au Brésil pour acheter un bien immobilier? Ben ça, je pense qu'il faut voir avec la banque. Hein. Oui, ça va Euh, plutôt être la banque. Ça doit se faire. Hein, et ça, moi, quand j'ai comme ça des virements à faire à l'étranger, je me mets d'accord avec ma banque pour qu'elle fasse ces formalités en termes de lutte Mais pour le après, de toute blanchiment façon, d'argent. le plus Ça se fait. souvent, Hein. oui, enfin, il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Hein. Si l'opération est, Mm. est lisible et traçable, Ouais. si vous achetez un bien immobilier et que enfin, il faut bien évidemment leur demander avant, mais il suffit quand même de donner la promesse d'achat, enfin, comme on fait aussi en France, de donner du coup, Il n'y a pas de les raison que ça documents, pose de problème. oui, les documents légaux, et ils font un virement. Voilà. Après, dernière question brésilienne. Mais celle-là, je ne sais pas si on va pouvoir y répondre. Hein. Il y a une convention fiscale entre la France et le Brésil, c'est vrai. Oui, Elle existe pour les revenus, mais est-ce qu'elle existe pour les successions? Mais ça, il faut qu'on regarde, parce ouais. qu'on ne connaît pas toutes les conventions par cœur et je ne suis pas sûr qu'on ait Il eu y à en a pas travailler beaucoup. là-dessus récemment. Hein. Il y en a pas beaucoup. Mais voilà, ce que nous dit Elodie, c'est que c'est peu probable. Mais on vérifie, on vous le dit, on vous répond par mail, surtout qu'on a votre nom. Ah, ben il y a une dernière question. Euh, Vous la alors, lisez ou Alors, je vous lis la question pour que tout le monde soit informé. Là, on a changé, on on est reste dans passé à l'Uruguay. Et donc, notre auditeur vit en Uruguay avec son épouse. Tous ses intérêts économiques sont en Uruguay. Non, tous les intérêts économiques de l'épouse sont en Uruguay et les miens sont principalement en France. Qu'en est-il de ma résidence fiscale? Ça, il faudrait regarder un peu plus en détail. Oui, c'est un peu au cas Euh, par cas. Ce qui nous manque en termes d'information, c'est en termes professionnels. Comment est-ce ça, que vous travaillez? Mais si déjà vous vivez en Uruguay, ça reste un foyer, donc il y a quand même une partie de vos intérêts économiques qui sont en Uruguay. Pour moi, comme ça, là, juste avec ces informations, ça reste l'Uruguay. Mais tout dépend aussi en plus de la partie professionnelle. Là, ce qu'on propose à notre auditeur, c'est de nous envoyer un mail en nous disant un peu plus, et ce mail, on l'envoie à notre avocat fiscaliste. Il se plonge dans la convention fiscale franco-uruguayenne et il vous répond. Oui. On fait ça comme ça? Est-ce que le mail, il est bon? Vous avez mis contact@mobourg, ça c'est bon aussi? Non, c'est pas. Ouais, c'est contact ou info, on a les Ok, deux. Vous les deux envoyez marchent. quoi. Mais en fait, je pense que nos auditeurs, ils ont la bonne adresse. Ok, Mais les très bien. deux marchent. Voilà. Bon, je crois on a plus de questions. Hein. On vous remercie d'être resté connecté aussi longtemps, de nous avoir suivis très nombreux.
On vous rappelle qu'on vous enverra le replay du webinaire, les supports de présentation. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les prochains webinaires qu'on va organiser. Donc là, on arrive un peu en fin de saison, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a même plus qu'un. Et puis, vous pouvez réécouter ceux que vous avez loupés. Oui, Et puis, je remercie Elodie pour m'avoir accompagné avec tout le talent dont elle fait preuve habituellement. Et je vous dis à très bientôt. Merci. merci Au à revoir. tous, au revoir.